Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast numéro 48. C'est un podcast qui va être un peu spécial peut-être au niveau son, mais vous nous en excuserez puisque nous sommes désormais des mondialistes avertis et que Gilles Hossein enregistre depuis le Canada, Mervyn montera depuis le centre de la France, Giggs n'est pas là et nous avons réinvité Alessia. Sinon, Aka et moi, nous sommes bien là. Bonjour tout le monde. Salut les jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par les news. Manu, à propos d'un projet Quickstarter. Oui, alors on en avait déjà parlé, il me semble, c'est le Kickstarter du projet Windwalkers, donc l'adaptation en jeu vidéo de La Horde du Contrevent, qui, comme on pouvait s'y attendre, a échoué sans atteindre même la barre des 50% de la somme recherchée. Donc Forge Animation, qui était derrière le projet, considère malgré tout c'est un galop d'essai intéressant et compte revenir à la charge. Bon, heureusement dans le domaine du financement participatif, il y a quand même des projets qui marchent un peu mieux, et notamment le panorama de la fantaisie des moutons électriques qui cartonne, puisqu'il a atteint déjà 14 000 € sur les 8 000 demandés au départ, et débloquant ainsi de nouveaux paliers. Il me semble qu'il y a une histoire de 7e édition de l'Appel de Cthulhu aussi qui a très très bien marché. Vous en avez entendu parler ? Ah oui, dans le domaine du jeu de rôle ? Oui. Effectivement, oui. Bien, alors des nouvelles qui concernent le site et elbakin.net ? Oui, vous pouvez noter vous avez peut-être noté l'apparition sur le site d'un groupe de lecture, donc c'est une première, sous l'impulsion notamment d'Aventurine, sur le forum, qu'on salue pour l'occasion. Donc le premier titre concerné, c'est L'épouse de bois de Terry Winling, donc vous pouvez venir participer à cette lecture en commun dès maintenant. Ok, donc la 3e news qui concerne toujours Elbakin ? Oui, on est un peu auto-centré ce mois-ci, désolé. Alors c'est avec le numéro 3 de Dessine-moi un dragon, de notre ami Rodwolf, qui est cette fois consacré à la Reine des Neiges, donc avec à découvrir dans une nouvelle vidéo. Et on peut en profiter pour dire justement que La Reine des Neiges 2 a été officiellement annoncée par Disney une semaine après que les réalisateurs aient dit qu'ils n'avaient aucune idée pour le film. Alors, comme quoi le timing on peut avoir des idées en une semaine. Mais bon, en tout cas, c'est lancé. Ils ont été libérés. My name is Terry Pratchett, and I write fantasy novels for a living. I am 62, and I was diagnosed with Alzheimer's 3 years ago. Sometimes, particularly when I'm depressed, I dread what the future may hold. And it occurred to me that in these modern times, one shouldn't have to fear that sort of thing. I'm talking about assisted dying, which is currently not legal in this country. What you are about to watch may not be easy, but I believe it's important. The people I will meet in this film are all, like me, considering how they will die. Is it possible for someone like me, or like you, to arrange for themselves the death that they want? Nous allons commencer ce spécial Terry Pratchett. Alors, l'extrait que vous venez d'entendre provient du documentaire Terry Pratchett Choosing to Die, diffusé sur la BBC, dans lequel l'auteur, atteint d'une forme rare d'Alzheimer, milite pour le suicide assisté. Si Terry Pratchett n'a pas eu à en arriver là, il est décédé d'une infection pulmonaire due à sa maladie, c'était néanmoins un homme qui s'était préparé à sa mort, avec le mélange de gravité et d'humour qui l'a toujours caractérisé. Oui, un humour qu'il a toujours conservé, même jusqu'à la fin, puisque sa mort a été annoncée en 3 tweets sur son compte personnel, des tweets qu'il avait en fait rédigés lui-même et que son assistant personnel a posté à sa place. Donc ce premier tweet, At last, Sir Terry, we must walk together. Enfin, Sir Terry, nous devons marcher ensemble. Terry took Death's arm and followed him through the doors and onto the black desert under the endless night. Terry prend la mort par le bras et le suit à travers les portes, puis dans un désert noir, sous la nuit sans fin. The end. Fin.
C'est cet humour qui leur aurait fait sûrement sourire devant l'ironie de ce podcast. Parce qu'en effet, le monsieur a eu la méchante idée de décéder 3 jours avant l'enregistrement de ce podcast prévu de longue date et dédié à sa personne et à son œuvre. Vous vous doutez donc que l'émission d'aujourd'hui aura donc une saveur très particulière et que nous allons essayer de lui rendre un hommage sincère et rieur. J'ai failli dire gay, mais c'était peut-être un peu trop. Voilà. Surtout que là, du coup, dans cette pièce, il y a plus que des filles et moi, quoi. Donc. Ça va pas être gay, donc ça en va fait, pas être gay. c'est ça, tu vas en chier grave. Eh bien, commençons par parler de l'homme en lui-même. Qui étais-tu, Terry? Gillo? Oui, alors Terry Pratchett est né le 28 avril 1948 à Beaconsfield en Angleterre, si on va être très formel. Alors très rapidement, il se mit à écrire et publie par exemple sa première nouvelle dans le magazine de son école. Mais avant de devenir l'écrivain professionnel que l'on connaît, Pratchett a été d'abord journaliste. Aka? Oui, quoi. Nous, on le connaît principalement pour le Disque Monde, mais sa carrière d'écrivain n'a pas débuté avec cette œuvre, puisque son premier roman publié est Le Peuple du Tapis, en 1971. Il a plus tard été révisé par l'auteur lui-même en 92. Et d'ailleurs, Pratchett explique dans cette réédition que le livre a 2 auteurs, lui et lui-même, jeune et plus âgé. C'est une vision originale de son œuvre. Voilà, un livre fait par moi et moi-même, je trouve ça pas mal. Alicia? Et donc, le livre raconte l'histoire de la tribu des Moonrung, qui habite en marge de la civilisation de l'empire d'Umii, qui règne sur le tapis. Ce peuple est forcé de partir à l'aventure afin de ne pas périr sous les coups du grand découdre. Il découvrira en même temps que le lecteur les mystères et les merveilles que recèle le tapis. Je crois qu'on est... Gillo, est-ce que toi tu l'as lu? Oui, je l'ai lu effectivement il y a quelques années déjà. Je dirais que c'est un roman qui est pas forcément essentiel, mais en tout cas très divertissant. Et on y trouve déjà un auteur plein d'humour et avec pas mal d'inventivité. Après, je me souviens pas par exemple d'un personnage particulièrement marquant. Donc je dirais, à mon humble avis, que ça reste un roman de jeunesse, mais on sent déjà que c'était très prometteur. Alicia? Oui, c'est un peu l'impression que je l'ai eue. Je l'ai lu quand il avait été publié en français, parce que le titre m'avait interpellée. Mais c'est vrai que j'ai le souvenir d'une lecture vraiment agréable, mais rien de vraiment détaillé ou marquant. Voilà, je me rappelle avoir passé un bon souvenir, avoir passé un bon moment d'ailleurs, mais merveilleux. Mais sinon, aucun personnage vraiment n'a pu me marquer comme d'autres m'auront marqué par la suite. Donc c'est en cela aussi peut-être qu'il est le premier. En partageant et en parcourant un peu le net, évidemment, suite au décès de Pratchett, on voit que les érudits, les fans de Pratchett sont légion et que même si on peut ne pas l'avoir suivi de près sur le net pendant quelques années, j'ai notamment noté Patrick Marcel, qui a été un de ses traducteurs, qui indiquait hier que la première publication de Pratchett est survenue dans le magazine Science Fantasy et quand il avait 14 ans. Sur cette parution, la couverture annonce un article sur Mervyn Peake par Moorcock, c'est dire s'il était en bonne compagnie. Aka, la suite de ses publications? Donc il continue donc avec 2 romans de SF. Donc le premier s'appelle La face obscure du soleil en 1976 et ensuite Stratagem en 3 mots, Stratagem en 81. Ce dernier, parodiant un peu le roman L'Anomonde de Larry Niven, se déroule dans une terre plate, comme on pouvait se l'imaginer au Moyen-Âge. Milo? Anomonde, terre plate. Vous voyez où je vais en venir? Non. Vaguement. Je sais pas, vas-y, essaye de nous guider. Oui, alors merci, ça fait plaisir. Bon, je cherche à faire un peu acteur studio. Bon, mais en tout cas, parallèlement à ça, Pratchett, qui ne vit pas encore forcément de sa plume, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, est nommé au poste de chargé de relations publiques du Central Electricity Generating Board. J'aurais dû le lire avant de le répéter. Mais voilà, donc il poursuit sa vie professionnelle en marge de sa carrière aussi d'auteur. Donc on peut dire que cette vie professionnelle justement bascule réellement à partir de 83, qui est la date de publication de La 8e couleur, son premier tome des Annales du Disque Monde. Est-ce qu'on fait la blague sur Annales maintenant, tout de suite, ou on n'en parle plus, on l'élimine? Non, bon d'accord. Dans ce roman, il s'amuse à parodier gentiment les codes de la fantaisie,
notamment héroïques, en plaçant le mage, qui s'écrit d'ailleurs M-A-J-E, c'est marqué sur son chapeau, le mage incompétent Rincevent dans le rôle d'un guide pour le premier touriste d'Ankh-Morpork, De Fleur. C'est son nom, il s'appelle De Fleur. Il promène ainsi le lecteur dans différents coins du disque monde, avec de nombreuses références à Tolkien, à Donjons et Dragons, à Fritz Leiber ou encore à Lovecraft. Le roman est très rapidement un succès et Pratchett se lance dans l'écriture d'une suite, le 8e sortilège, qui sortira en 1985. Alessia ? Oui, après la sortie du 4e tome du disque monde, Mortimer, en 1987, l'auteur abandonne son travail pour se consacrer à l'écriture, au rythme effréné et incroyable de 2 romans par an. C'est-à-dire qu'il change de travail, en fait. Hein. Oui, il change de travail et quelque part, bon, ça va avec son goût du travail bien fait qu'il a évoqué dans d'autres romans. C'est vraiment cette régularité-là, 2 livres par an et il s'y est tenu jusqu'à l'annonce de la maladie. C'est ça, Sanderson peut aller se rhabiller. Trop peu. Donc pas étonnant donc que l'auteur laisse derrière lui 41 tomes du disque monde. Le 41e livre, The Shepherd's Crown, une histoire de Tiffen Patrak, n'a pas encore été publié, mais il a été terminé avant sa mort. The Shepherd's Crown, qui est la couronne du berger. Tout à fait. Alors, on reviendra un peu plus tard dans ce podcast sur sa grande œuvre, son grand œuvre d'ailleurs, qui est le Disque Monde, mais on va s'intéresser d'abord aux autres romans, aux romans hors annales du Disque Monde. Alors, on peut commencer par De bons présages, écrit en collaboration avec Neil Gaiman en 90. Ouais. La rencontre des 2 auteurs s'est faite à l'occasion d'une entrevue de Gaiman, alors journaliste, qui faisait partie des premiers à interviewer Pratchett. On vous a déjà beaucoup parlé de bons présages, mais on va recommencer, c'est pas grave. Au cas où vous n'auriez pas écouté le podcast de Neil Gaiman, ce qui est un tort, mais on vous oblige pas à le réécouter quand même. Donc parle-nous de bons présages, Alessia. Quand on aime, on ne compte pas. Et puis ça serait dommage de rater celui-ci. Donc De bons présages est sorti en France en 1995. Le pitch est à la hauteur de ces 2 auteurs. L'apocalypse est annoncé et ce n'est pas une nouvelle qui amuse particulièrement l'ange Aziraphale et le démon Rampa. En effet, ces 2 émissaires de leurs patrons respectifs se sont gentiment habitués à leur vie sur Terre et il est donc hors de question que l'on bouscule leur train-train quotidien. Ils décident alors de garder un œil sur l'antéchrist, alors nouveau-né, afin de s'assurer qu'il ne précipite pas le monde dans les flammes. Et ça va être compliqué comme surveillance. Assez compliqué. Disons qu'il faut surtout apprécier les CD de Queen, les best-of de Queen. Il faut savoir dresser les chiens. Exactement. Donc lisez-le, c'est absolument génial. C'est absolument que du bonheur ce livre, hein, complètement décalé. Du Terry Pratchett dans un univers un peu à la Gaiman. Est-ce que tu le recommandes à nouveau, Gillo ? Ah oui, de toute façon, franchement, pour tous les amateurs de Queen aussi, évidemment, pas... Et ils sont nombreux. Mais non, oui, c'est vraiment... pour moi, c'est une référence dans ce domaine-là, au niveau humour, arriver justement à manier des références sans que ce soit trop lourdingue ou daté. Répétitif. Non, vraiment, c'est un très bon roman. Alors, on enchaîne avec la trilogie du Grand Livre des Gnomes, qui se compose des Camionneurs en 1988, les Terrassiers en 1990 et les Aéronautes en 1990 aussi. Alessia ? Oui, donc là, il s'agit d'une trilogie qui a été écrite pour les jeunes lecteurs, pour les enfants. Nous sommes ici dans de la fantasy au sens anglo-saxon du terme et pas uniquement dans du merveilleux. Donc je n'en dévoilerai pas plus pour pas spoiler quoi que ce soit, mais il y a un mélange merveilleux et une touche de SF que vous verrez si vous entamez cette lecture. Donc les gnomes qui vivent cachés parmi les humains découvrent la chose. Un objet lié à leurs origines et à leur présence sur Terre. Les gnomes entreprennent alors un voyage afin de rentrer chez eux. En 3 tomes. En 3 tomes. Les aventures de Johnny Maxwell est aussi une série en 3 tomes. Le sauveur de l'humanité, Johnny et les morts, et le 3e, Johnny et la bombe. Et ce sont aussi des ouvrages qui ont été écrits pour les jeunes lecteurs. Donc, elle est aussi liée à la précédente car il semblerait que les aventures de Johnny Maxwell et la trilogie du Grand Livre des Gnomes se déroulent dans le même univers. Il y a des indices dans chacune des trilogies qui font référence à l'autre. Donc, Johnny Maxwell illustre l'importance de croire en l'impossible, un thème cher à Terry Pratchett qui écrivit « I have no use for people who have learnt the limits of the possible ». Je n'ai aucun intérêt pour les gens qui ont appris les limites du possible. En effet, Johnny voit ce que les autres ne peuvent voir, des aliens, un voyageur temporel, dans le voisinage bien sûr, et il l'accepte parfaitement. C'est sans doute pour cette raison qu'il les voit. Comme de bons présages, cette série fut adaptée en feuilleton radiophonique, mais nous y reviendrons sans doute tout à l'heure.
Bon, et dans la suite, on enchaîne avec Nation en 2008. Nation est merveilleux. Donc c'est un livre qui est sorti en France en 2010. Il reçut le Michael L. Prince Award Honor Book en 2009, un prix destiné à récompenser les meilleurs ouvrages young adults. Nation est un ouvrage que je trouve original et ambitieux, qui se situe dans un monde alternatif, en 1870, peu après la publication de l'origine des espèces de Darwin. L'action se situe dans une île du Pacifique où 2 enfants se retrouvent après un tsunami. Mao est aborigène, Ermintrude est britannique. On peut penser au lagon bleu, mais peut aussi penser à sa majesté des mouches, et c'est vraiment un ouvrage intelligemment construit, dans la veine des autres livres, à même de susciter une réflexion sur notre monde. Certains disent que c'est un des ouvrages les plus aboutis au niveau de l'expression des idées de Pratchett. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, vraiment. Pour moi, c'est un des meilleurs qu'il ait écrit, sans moindre doute. Et lui-même le considérait, je crois, comme étant son ouvrage le plus abouti. Ouais. Alors, on en vient à l'arrivée de Roublard en 2012. Oui, donc après Nation, on peut dire que Pratchett me parlait à nouveau avec Roublard. Non, je plaisante. Terry Pratchett s'attaque à Dickens et à l'Angleterre victorienne. Roublard est le nom du personnage éponyme, un ravageur qui écume les égouts de Londres afin d'y récupérer de quoi subsister. Sa vie change lorsqu'il sauve la vie d'une jeune fille. C'est pour tout le monde pareil. Si tu sauves la vie d'une jeune fille, ta vie change. Et les emmerdes arrivent. La vie de la jeune fille aussi. Et donc, tu disais, Aka ? La vie de la jeune fille aussi change. Non, mais ça, c'est moins important. Mais ce que j'ai vraiment trouvé génial, c'est à la fois cette réécriture de l'Angleterre victorienne qui est vraiment, vraiment très très bien. Il y a aussi cette réflexion sociale, parce que c'était une époque vraiment de changement d'importance. Et donc, si vous avez envie de retrouver pêle-mêle Sweeney Todd, Dickens himself, la reine Victoria d'Israélie, dans une recréation et récréation de l'Angleterre victorienne à la Pratchett, c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Oui, plutôt que Zola sur le 19e siècle, tu conseilles plutôt Pratchett, quoi. Donc... Oui. Ok, oui. D'accord. Alors, il y a aussi eu la quadrilogie de La Longue Terre, écrite en collaboration avec Stephen Baxter. La Longue Terre, La Longue Guerre, La Longue Mars, qui est d'ailleurs à paraître ce mois-ci en version française, et La Longue Utopie, qui paraîtra en VO prochainement. Et ces livres ont été écrits entre 2012 et 2015. Gilot, tu peux nous en parler ? Oui, enfin je vais surtout me faire la voix de notre ami Gitanas, bien sûr, puisque c'est lui le grand spécialiste de ce cycle sur le site, qu'il a beaucoup apprécié. Donc ici on voit Terry Pratchett qui nous livre une série dont il a le secret, donc alliant une histoire farfelue avec un paradigme basé quand même sur une multiplicité de terres parallèles auxquelles on peut accéder à partir d'un transporteur basé sur l'énergie de la pomme de terre. On ne se sert jamais assez de l'énergie de la pomme de terre. Ah oui, c'est vrai qu'on la sous-estime. Et une réflexion profonde sur la nature humaine et son rapport à son environnement. Et comme dans le Disque Monde, l'histoire qui nous est contée avec toutes ses qualités n'est finalement qu'un prétexte à une réflexion très profonde sur l'avenir de l'homme et enfin la condition humaine de façon plus générale. Mais contrairement au Disque Monde, Gitanas a trouvé que La Longue Terre était plus pessimiste, même s'il y a quelques touches d'optimisme quand même, dans le sens où l'homme renouvelle à chaque fois les erreurs du passé, ne cherchant pas à s'adapter à son nouvel environnement, mais à le modeler à sa convenance. Alors, est-ce que cela est dû au fait que la série arrive très tardivement dans la vie de l'auteur qui se savait malade? Ça, bon, Alicia ? Pas vraiment en être sûr, mais... Je pense aussi que, pour avoir lu aussi récemment ce que Neil Gaiman avait dit sur Terry Pratchett, il avait dit que contrairement à l'image qu'avaient les gens de quelqu'un de très joyeux ou de très... oui, vraiment comme ses romans, c'était au fond quelqu'un de très pessimiste et aussi de quelqu'un de très énervé par énormément de choses, très en colère. Et je pense que justement cette série reflète cet aspect-là que l'on connaît peut-être moins, mais qui était quand même... une partie intégrante de ce qu'il était en tant qu'écrivain, vu que c'est ce et être humain, tu peux y aller, tu peux faire un mix. Un écrivain, je vis pour écrire. Mais donc, oui, parce qu'il a expliqué notamment que c'était cette colère-là qui avait nourri certains de ses écrits, dont De mon présage, justement. Voilà, une belle entrée en matière pour commencer à parler du chef-d'œuvre complet et multiple de Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Le Disque Monde. Le Disque Monde, c'est un univers unique. On ne vous apprendra rien en vous disant que c'est un monde plat et circulaire, porté par 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur le dos de la grande tortue Hatwin, qui se promène lentement à travers le cosmos, avec une lune et un soleil qui orbitent autour. Jusque-là,
rien de surprenant, ça me semble tout à fait normal. Normal. Je crois que, C'est pareil chez tout je le crois monde, que les quoi. astrologues sont tous d'accord. Mm. Alors Aka, justement, parle-nous de la description de ce disque. Bon, le disque monde est composé donc de 4 continents, tous très proches de notre Terre, quoi, de ceux de notre Terre, d'où un parallèle assez facile pour la critique. Donc le continent principal, j'aurais envie de dire, c'est le continent qui est semblable à l'Europe. Donc principal parce que c'est dans celui-ci, la plupart des romans se placent dans celui-ci, et en particulier Ankh-Morpork et le royaume de l'encre, où résident les sorcières les plus célèbres du disque. Donc le second continent, bien qu'il n'y ait pas forcément d'ordre, c'est le continent de Klatch, proche de l'Afrique, avec des pays inspirés aussi bien de l'Afrique subsaharienne que du Moyen-Orient. Il n'y a pas d'ordre parce que chez Pratchett, il n'y a pas d'ordre. Enfin, C'est ça, d'un point de c'est vue un joyeux général, il n'y a pas foutraille. d'ordre. Vient ensuite, ou avant, comme vous le sentez, le continent contrepoids, inspiré de la Chine. Et enfin, le continent XXXX, ça se prononce 4X, qui rappelle essentiellement l'Australie, bien que l'Australie soit pas un continent chez nous. A Ah bon, priori. Pardon? Je te rappelle que tu as une spécialiste à tes côtés. Évidemment que c'est un continent. Alors, je sais pas, mais la Corse n'est pas un continent non plus. Mais l'Australie en est un. Ah bon. Alors, au centre du disque, c'est-à-dire au moyeu, se trouve la grande montagne Cori-Célestie, la résidence des dieux. Donc là, on pioche allègrement dans différentes mythologies, grecques, égyptiennes, nordiques. Ce qui est vraiment très intéressant avec cette planète si particulière, c'est que Pratchett a poussé le concept à son maximum. Il ne s'est pas contenté de dire, vous avez vu, c'est marrant, il y a un disque, il y a un éléphant, il y a des tortues, enfin il y a une tortue et plusieurs éléphants. Mais il a défini des principes physiques souvent fantasques et basés sur la magie qui permettent à ce monde d'exister, d'avoir une vie assez proche de la nôtre. Par exemple, sur la propagation de la lumière sur le disque. Ou sur l'existence de la poste, tout simplement. Des choses qui sont... Gilo ? Oui, c'est vrai qu'on peut avoir le réflexe de penser que, vu que Pratchett est un auteur considéré comme comique, il a dû créer un monde un peu fourre-tout, sans réelle cohérence, en somme juste un décor pour plaquer dessus ses histoires drôles. Mais ce serait vraiment se tromper, parce que l'auteur fait partie des meilleurs constructeurs de monde, on va dire, de la fantasy. Et le nombre de cartes et d'encyclopédies en rapport avec le disque monde est là pour en attester. C'est un univers vraiment vivant, cohérent, construit. Et chaque livre se base sur un background vraiment fouillé, sans qu'il soit fermé aux ajouts en fonction des trouvailles ultérieures de l'auteur. Et du coup, le disque monde est certainement un des univers les plus fouillés et surtout les plus vivants de toute la fantasy. Mais Oui, justement, Alessia ? comme l'a dit Pratchett, drôle ne veut pas dire que cela s'oppose à sérieux. Et il a toujours lutté contre ça, le fait que sous prétexte qu'il était un auteur drôle, son monde l'était aussi. Oui. Son monde était léger, quoi. Il faut ne pas confondre léger et drôle. Ouais. On en avait déjà parlé lors du podcast sur les cartes et la géographie, mais il est aussi à noter que le disque monde est un des rares univers fantasy pour lequel on a une vision globale à l'échelle de la planète. Souvent, on reste à l'échelle d'un ou deux continents, et puis ce qui se passe ailleurs, la cosmographie, les autres planètes, comment tourne le monde, tout ça, c'est pas évoqué. Il faut savoir aussi que le disque monde évolue dans le multivers, un ensemble d'univers parallèles, donc notre monde à nous peut être référencé directement, souvent plutôt par le narrateur, mais pas que, c'est-à-dire vous se référez à un passage où Rincevent fait un passage furtif dans un avion de ligne, il peut le faire parce que les avions de ligne existent dans un univers parallèle. Alors parlons plus précisément d'un endroit qui nous a tous marqués quand on a lu du Pratchett, c'est la fameuse capitale d'Ankh-Morpork, la quintessence de la ville fantasy. On va commencer par Alessia. Donc c'est sûrement la cité-état la plus importante du disque, mais Ankh-Morpork est aussi une des villes les plus emblématiques de la fantasy. À l'image du disque, la ville d'Ankh-Morpork, qui accueille un grand nombre de romans, est un fourre-tout d'inspiration qui arrive à garder une véritable cohérence. L'ambiance et la géographie de la ville se basent sur Prague, Tallinn et le Londres du XVIIIe siècle, avec des bouts de mégalopoles comme New York. La fondation de la cité rappelle également celle de Rome.
Ok, alors donc dire qu'Ankh-Morpork est un joyeux foutoir est un euphémisme, c'est plutôt un putain de bordel, pour être poli. Hein. Ça pue, c'est bruyant, on se fait voler et arnaquer à tous les coins de rue, les politiques sont corrompus, et de temps en temps, les mages de l'université invisible font accidentellement péter des trucs. Mais qu'est-ce que c'est vivant ? C'est ça qui rend la chose intéressante. La ville surgit des pages, elle est aidée en cela par le sens de la formulation et de la description de Pratchett. Oui, on a une petite citation qui vient des zinzins d'Hollywood. Un dicton prétend que toutes les routes mènent à Ankh-Morpork, ce qui est faux. Toutes les routes mènent loin d'Ankh-Morpork, mais il y a parfois des voyageurs qui les prennent dans le mauvais sens. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je pense que les fans de Lovecraft peuvent complètement reconnaître une ville Lovecraftienne dans la cité d'Ankh-Morpork, ou les fans de ce roman pour lequel moi j'ai eu du mal à accrocher. Gilo, aide-moi, le titre m'échappe. L'auteur vit actuellement tout près de l'endroit où tu vis toi, et nous en avons parlé assez régulièrement sur le site. Tu as 3 secondes. Ah, Cédric Ferrand. Voilà, merci. Voilà, là aussi, il y a une ville qui sort, qui pour moi puait un peu trop, pour le coup, mais voilà, ça, ce côté sombre et visitons les égouts en même temps qu'on visite la ville, ça fait aussi partie des choses qui rendent les villes vivantes. Oui, Alessia ? Ce qui a trouvé sa quintessence dans... Tu me rappelles le titre, Manu, c'est La merveilleuse histoire du caca ? Oui, c'est ça. Bah là, clairement, oui, la ville est un lieu pour aller à la recherche du caca précieux. Donc oui, voilà. Tout de suite, la ville prend une autre couleur. Aka ? Ouais, ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve assez génial dans Ankh-Morpork, c'est que justement pour moi, c'est pas une ville à la Lovecraft où j'ai l'impression qu'en fait, un peu n'importe quel lecteur peut s'y retrouver et à la fois être dans un truc nouveau, quoi. C'est que, comme tu le disais très bien, c'est un joyeux bordel. Il y a ça vient de quoi, il y a des inspirations d'un peu partout, il y a des trucs nouveaux un peu partout, au fur et à mesure que les romans se passent, il y a des trucs qui arrivent, genre une poste, il y a plein de choses qui évolue tout le temps, et c'est ça qui est super, c'est que c'est autant un personnage que les autres personnages du roman. Ouais, c'est comme si c'était des quartiers d'Orange et on en rajoutait tout le temps un de plus, un de moins, ça disparaît, ça bouge, c'est un truc à tiroir, il y en a un peu partout. Il y a un petit côté cours des miracles aussi, où tout peut arriver à n'importe quel coin de rue. À un moment, ça devient une cité lacustre, enfin, il y a de tout, quoi. La crédibilité se trouve aussi dans l'organisation des différentes institutions de la ville. Le système des guildes, le pouvoir du patricien Veterini, l'université invisible, tout ce beau monde interagit de manière pensée et logique. Même si on peut dire que la logique morporkienne est particulière. Aka ? Oui, on ne peut pas en tout cas parler d'Ankh-Morpork sans parler de l'Ankh, donc le fleuve qui traverse la ville et qui est à son image puant, pollué et rempli de cadavres. Il faut s'imaginer une espèce de fleuve hyper visqueux qui coule très lentement. Ouais, c'est pas le Gange, quoi. Non, c'est un petit côté genre, je sais pas, un fleuve de... Il faut s'imaginer un espèce de fleuve de goudron ou un truc comme ça, dans lequel, tellement visqueux que Perry Pratchett. Perry Pratchett, oui, tout à fait. Ce fameux deuxième auteur dont on parle pas assez. Vas-y. Donc, Terry Pratchett dit qu'il est plus facile de s'asphyxier dans l'encre que de se noyer dedans, et que marcher sur le fleuve ne fait pas de vous un prophète, quoi, finalement. Il y a peut-être des choses qui s'expliquent, du coup. Hein. Peut-être, ouais. Donc là encore, l'auteur regorge de belles trouvailles pour décrire ce cours d'eau bien dégueulasse, quoi. Ok. Abordons maintenant, justement, avec Gilo, les différentes séries. Est-ce que tu peux nous décrire comment s'organise un petit peu l'univers ? Oui, alors pour être très concis, on va dire, en fait, tous les tomes, à part les 2 premiers, peuvent être considérés comme indépendants et ont un début et une fin claire, c'est-à-dire que à la fin du roman, l'intrigue principale est résolue, quoi. Même si évidemment on peut les organiser en annales du disque, on peut les organiser en sous-séries centrées sur un ou plusieurs personnages qu'on voit évoluer dans le temps. Ça, faut pas oublier on voit les personnages vieillir, donc il y a quand même une continuité, une chronologie.
Alors, on commence par Rincevent. Rincevent, donc ces romans mettent en avant le mage le plus incompétent et surtout le plus trouillard, parce que sa meilleure technique de survie, c'est quand même la fuite. Bah, c'est quand même une technique éprouvée par tous. Ma foi, oui, on peut pas trop lui en vouloir. Donc, qui appartient à l'Université Invisible. Donc, les livres qu'ils mettent en scène sont souvent l'occasion de se promener dans le disque monde et de découvrir de nouvelles civilisations, en fait, comme justement qui se rapprochent de la Chine, les Aztèques ou l'Australie. Je ne me prononcerai pas si l'Australie est un continent ou pas, hein, donc. En tout cas, l'humour est souvent un peu plus burlesque, avec une histoire qui mise beaucoup sur un enchaînement de péripéties souvent improbables. Et si je ne dis pas de bêtises, Merwin pourrait pu me corriger sans doute. Sa dernière vraie apparition, ça doit dater du dernier héros, donc le tome 23, et c'est un des personnages les plus anciens du Disque Monde, chronologiquement parlant, quoi, au niveau bibliographie. Le fait est que comme il fuit beaucoup, et forcément il voyage beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'à partir du tome 23, il a fui la série en fait. Il avait peur des lecteurs, donc... On peut l'expliquer comme ça. Il y a ensuite, bien évidemment, les sorcières. On reviendra peut-être dessus. Il y a le guet, il y a la mort. Et... En majuscule. Oui, la mort, qui est un personnage masculin qui parle en majuscule. Et Moite von Lippwig. Alors justement, la question qu'on se pose quand on voit comment... Oui, je voudrais juste dire un petit mot sur le guet, donc avec des personnages comme Vimer, parce que c'est souvent un peu plus sérieux en fait dans le ton, enfin je trouve. Donc on est vraiment dans des intrigues, dans les bas-fonds d'Ankh-Morpork. Et même s'il y a toujours de l'humour, c'est souvent un peu plus sombre, même si c'est sûrement pas le bon qualificatif, que d'autres romans comme ceux aussi. De Rincevent ou même La Mort, parce que bon, La Mort, les questions sont souvent, les thèmes sont souvent graves, mais traités avec quand même toujours l'esprit qu'on retrouve chez Pratchett. Et pour moi, le guet se distingue un peu du reste, mais légèrement. Hein. Ok. Alors, la question que posent souvent les gens qui ne connaissent pas l'univers de Pratchett et qui ont envie de le découvrir, c'est par où commencer. Alors, pour suivre les recommandations de Mervyn et qu'on a tous à peu près validées, parce que ça sert à rien qu'ils nous fassent des recommandations si on n'est pas d'accord. Hein. Donc, si, non, mais après, moi j'ai voté contre, mais m'écoute pas. On compte bien le filet au pied. Alors, le premier diptyque, la 8e couleur et le 8e sortilège, semble une bonne porte d'entrée. Même si le côté parodique est très présent et que le style de Pratchett n'est pas encore le plus représentatif du reste de son œuvre. Moi, là, je suis complètement d'accord avec Mervyn. Ça permet de se familiariser avec l'univers et de rencontrer Rincevent. Sinon, dans les premiers tomes, Mortimer est, je pense, le plus abouti, drôle, rythmé. Et comme il est centré sur la mort, il est forcément cool. Très cool en majuscule. Alors, on peut aussi réfléchir en série et choisir celle qui nous tente le plus. Commencer par le premier tome de cette série. Donc, comme on l'a dit, on peut commencer la série du guet d'Ankh-Morpork par Au guet. C'est une des séries les plus réputées, comme l'a dit Gilot, avec une vision un peu plus sombre, un peu plus glauquissime, on va dire. Enfin, la dernière solution proposée par Mervyn et validée par le reste de l'équipe, c'est d'attaquer par les one-shots, les romans indépendants. Dans les premiers romans, il conseille Pyramide, mais surtout Les Petits Dieux. Enfin, je pense qu'on ne peut pas passer à travers ou à côté des Petits Dieux, qui est un des meilleurs romans de Pratchett et un des plus représentatifs de la façon dont il mêle humour et satire. Gilot, toi, ta version de comment commencer, par où commencer ? Oui, je suis plutôt d'accord avec cette dernière solution, parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient un peu déçus par la 8e couleur, par exemple, donc ça serait dommage de s'arrêter là. J'aurais aussi cité Pyramide ou Accro du Rock aussi, ou Les Zinzins d'Olive-Wed. Peu importe le roman choisi en fait, parce qu'on retrouve toujours les mêmes ingrédients et le ton de l'auteur. Et d'un côté, c'est vrai que si le ton fait décrocher, effectivement, là, ça peut être un peu plus problématique. Mais disons que comme certains romans un peu plus lointains dans le cycle, on va dire, sont forcément plus aboutis, je me dis que c'est peut-être pas forcément une obligation de commencer par la 8e couleur. Mais après, bon, ça se discute comme on vient de le faire.
D'accord. L'argumentaire de Mervyn à ce sujet, c'est de dire que comme la 8e couleur est peut-être un peu moins aboutie, peut-être que quelqu'un qui n'a pas aimé ce roman et cette porte d'entrée dans l'univers de Pratchett peut peut-être passer directement au petit Dieu. Et donc pas forcément être complètement à côté de cette qualité de lecture, quoi. Bon, c'est vrai que quand on n'aime pas le ton de Pratchett, est-ce qu'on doit s'arrêter à la 8e couleur? Certainement pas, je crois pas. Aka? Alors moi c'est un peu le moment où je vais me faire jeter des pierres puisque je suis un peu un néophyte quand même dans l'univers pratchettien puisque j'ai lu que 3 livres dont De Bons Présages. Donc j'ai commencé d'ailleurs par De Bons Présages que j'ai absolument adoré, ça je reviendrai pas dessus. Ensuite j'ai lu la 8e couleur. J'ai bien aimé, mais en effet j'ai reproché un peu ce côté enchaînement de sketch, etc. Et finalement ce côté peut-être un peu trop scène d'exposition sans vraiment d'histoire. Ouais. Finalement c'est quand même quelqu'un qui emmène un touriste découvrir l'univers. Ouais. Donc ça te permet de découvrir l'univers, mais ça manque un peu de trame scénaristique quelque part, en tout cas. Voilà. Et du coup là, je suis en train de lire Accro du Rock puisque je prépare ce podcast avec attention et je dois avouer que je suis rentré beaucoup plus facilement dans Accro du Rock que ensuite, sans avoir lu autant, je reviendrai un peu plus tard, mais j'ai vu quelques adaptations et j'ai fait un certain nombre de jeux. Donc, Accro du Rock s'écrit ROC pour ceux qui se poseraient la question. C'est pas un nouvel hymne à Queen. Mais exactement, mais un petit peu, parce que la version anglaise s'appelle Soul Music. Et mais tu peux pas dire que Queen c'est de la soul. Non, excuse-moi. Mais c'est pas possible. Non, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, il y a ce jeu de mots puisque ça parle de la mort. Donc, Alicia ? Oui, donc j'ai démarré par Le Peuple du Tapis, mais totalement par hasard. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je ne savais pas qui était Pratchett. Quand j'ai décidé de lire consciemment Pratchett, tout le monde m'a conseillé de lire La 8e couleur. Ouais. Et ce fut laborieux, mais vraiment. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait me plaire, mais en même temps, ça n'a pas été le coup de foudre. Et c'est quelques années après, c'était Eric Faust. Et là, je me suis marrée, mais comme jamais. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, reprenons le cycle, mais différemment. Je pense que ça dépend de chacun, mais pour moi, par exemple, La 8e couleur n'était pas la meilleure introduction possible. Je l'ai relu après, et cette fois-ci, c'est passé beaucoup mieux, parce que j'avais déjà conscience de la construction de l'univers et des personnages, etc. C'est étrange, parce que moi, c'est vraiment le contraire. Pour le coup, je ne connaissais pas Pratchett. On m'a dit, comme à beaucoup de gens, commence par La 8e couleur. Et j'ai apprécié tout ce que j'avais pas aimé chez d'autres auteurs de fantasy, c'est-à-dire que moi j'ai aimé son côté parodique de Leiber, quoi. Pour moi c'est la parodie de Fafrede et la souris machin là. Je me rappelle jamais du titre de le souricier gris. Le souricier gris, c'est ça. J'ai tellement pas aimé ça, par exemple. Son nom a disparu de ma mémoire. Et que au contraire pour moi, Rincevent et Deux Fleurs, c'était la parodie complète de cette façon de découvrir un univers et que je trouvais que c'était complètement drôle et avec du recul sur le genre. Enfin voilà, c'est moi au contraire c'est ce qui m'a donné envie de lire la suite. Alors que on y reviendra peut-être pour moi les couvertures en français et même les couvertures anglophones, ça avait un côté tellement fouillis les couves de Pratchett que voilà, j'étais pas tentée quoi. Je me disais oh là là, c'est vraiment foutraque, c'est pas trop mon genre d'humour alors que finalement bien sûr que si, c'est mon genre d'humour tout pourri. Enfin tout pourri, je veux dire qui peut être parfois à deux balles et parfois immensément drôle et voilà qui navigue entre le under the belt, le un peu grossier, le un peu grivois, enfin voilà, il y a tous les genres d'humour chez Pratchett. Et le saut british. Et le saut british, évidemment. Of course. Donc, justement, parlons de nos romans et personnages et séries préférés.
comme je tiens le micro, je vais le garder. Moi, clairement, c'est Rincevent qui est un de mes personnages préférés. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à continuer. J'ai eu du mal à en lire des plus récents dont il est complètement absent. D'abord, c'est parce que c'est le premier personnage avec lequel je découvre cet univers, et parce que pour moi, son antipathie naturelle, et c'est quelqu'un de profondément antipathique quand même, c'est un lâche absolu, c'est genre quelqu'un sur qui on peut pas compter, et je le trouve ça hyper risible, quoi. Et puis je pense qu'il y a deux autres, alors est-ce qu'on peut dire que c'est des personnages? Oui, pour la mort, c'est clair, et puis moi j'adore le bagage, parce que lui aussi c'est quelque chose. Alors le bagage, comment le décrire pour ceux qui n'ont jamais lu, c'est un coffre avec plein de pieds, voilà, qui est construit dans du poirier savant. Et qui a des capacités un peu particulières. Ne mettez rien dans ce coffre, en fait. Si vous voulez le récupérer, n'essayez pas d'aller chercher des trucs dans ce coffre. C'est ça, surtout pas la main. C'est ça. Donc ce coffre a une vie, et il suit Rincevent après avoir appartenu. Je vais avoir des problèmes de mémoire. Enfin bon, les définitions et les descriptions sont pléthores sur le net. Essayez de pas vous gâcher Pratchett en allant justement regarder toutes ces définitions. Lisez-le. Voilà, c'est quand même une lecture facile, une lecture qui est rapide, c'est écrit d'une façon, c'est pas littérairement compliqué, c'est un peu facile. Et puis, alors vous avez plutôt aimé qui? Mémé, Samuel Wimmer, Koji Tsitbon, ou carrément le bibliothécaire orang-outan, je sais pas. Gilo, quels sont tes personnages préférés? Ah, il y en a tellement. Déjà, c'est vrai que effectivement, il y en a beaucoup. Sur le site, on a une rubrique le héros de la semaine. On pourrait faire toute l'année. C'est clair. 100%, du 100% Pratchett. Bon, évidemment, moi j'aime beaucoup. Avec 47 tomes. J'aime beaucoup des personnages, effectivement, comme le bibliothécaire. La mort, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Après, j'aime bien aussi du côté des sorcières, Nunu-Hog. Bon, et son chat Gredin, bien sûr, qui est pas forcément très commode, mais voilà, c'est reste des personnages vraiment, ils sont tellement bien brossés que sont inattaquables entre guillemets. Du côté des moins connus, c'est vrai que moi j'aime aussi beaucoup certains seconds rôles du genre Victor qu'on voit dans par exemple les Zinzins d'Hollywood. C'est pas le plus connu justement, c'est pas non plus le plus abouti en soi, il est pas forcément très original, c'est quand même un gros glandeur on va dire. Mais je ne sais pas pourquoi, du coup, il m'a immédiatement paru sympathique et attachant. Et c'est vrai que finalement, du mimétisme. Oui. Du mimétisme peut-être. Je ne sais pas. Mais disons que c'est le genre de personnage, voilà, on les prend immédiatement en sympathie, même si justement on va piocher dans les seconds rôles chez l'auteur, quoi. Ok, allez, tiens, tes personnages à toi. Maurice. Moi, je suis tombée en amour de Maurice. Tu peux le décrire un petit peu? Il a 4 pattes, des moustaches, et il parle. Donc, il est très très poilu. J'aime les poilus. Et justement, on va en parler au hors-série ensuite. C'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment adoré Maurice, qui est pour moi un personnage qui est vraiment excellent. Et j'étais un peu, quelque part, c'est dommage qu'il n'existe que dans son propre roman, parce que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et dans les séries plus classiques? Dans les séries plus classiques, je suis un peu comme Emmanuel, c'est-à-dire évidemment tout le monde aime la mort et le bagage, mais j'aime bien aussi Adorabelle Chercœur que vous retrouvez notamment dans Timbré. Et c'est un personnage qui m'a tout de suite plu, et notamment parfois on est un peu déçu des adaptations, mais son personnage à elle dans les adaptations, je trouvais qu'il était vraiment vraiment parfait. C'est vrai. Donc c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Alors abordons justement les hors-séries, parce qu'il y a les Annales du Disque Monde, et avec des séries et en trilogie en général bien organisées. Et puis il y a ceux qui tournent autour de personnages comme Tiphaine Patrak. Qui est-elle? Et justement, Alessia, doit-on la placer en dehors de la série principale? Donc là, je dirais que ça dépend ce que l'on entend par l'univers du Disque Monde. Si on sépare les séries destinées à un public entre guillemets dit adulte et les séries destinées à un public plus young adults. Dans ces cas-là, on peut les séparer, mais pour moi, ça appartient vraiment au même univers. Donc Alessia, tu peux nous en dire plus sur Tiphaine Patrak? Donc Tiphaine Patrak est une jeune sorcière. Donc en fait, on suit vraiment les aventures de Tiphaine qui veut devenir
une sorcière, elle est donc apprentie, et donc l'idée pour elle, c'est vraiment de devenir une sorcière à part entière pour pouvoir sauver son pays. Donc c'est un roman d'apprentissage un peu, ce sont des romans d'apprentissage. Ok. Un autre personnage qui a un roman pour lui tout seul, c'est le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants, celui dont tu nous parlais à l'instant. C'est ça, donc lui il a été publié en 2004. C'est un roman qui est important pour plusieurs raisons. Donc déjà c'est le premier roman qui est situé dans l'univers du Discworld mais qui avait été écrit spécifiquement pour les jeunes lecteurs. C'est aussi le premier roman du Discworld à être véritablement indépendant. C'est aussi grâce au fabuleux Maurice que Terry Pratchett remporta son premier prix d'importance, donc la Carnegie Medal, qui est vraiment un prix mais très très important qui récompense chaque année le meilleur livre jeunesse paru en Grande-Bretagne, et c'est un prix qui est décerné par les libraires. Donc dans ce roman, seule la mort fait une brève apparition. Tous les autres personnages n'appartiennent vraiment qu'à ce roman. On les retrouve dans aucun autre roman du Oui, Vous malheureusement. Tu es triste, je sais. Ma tristesse. Donc par contre, le lecteur attentif des Annales aura remarqué que l'histoire de Maurice est évoquée dans Le Faucheur, publié en 98. Mais là, faut lire attentivement. Hein. Donc Maurice et les rats sont nés près de l'université de l'Invisible. Et ils n'ont pas vraiment... Enfin, ils ne sont pas vraiment sortis indemnes. Donc ils parlent et ont développé un goût pour les plans complexes, complètement foireux, voire les arnaques. Ok, c'est comme s'ils étaient nés à côté d'une centrale nucléaire, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est un peu le rat des Tortues Ninja. Oui, c'est ça. Et donc il y a le chat et les rats qui ont décidé de travailler ensemble pour arnaquer les humains. Okay. Donc pour ça, ils ont trouvé Keith, qui est un jeune humain. J'allais dire un peu bené, mais non, il peu à la ramasse. Il est complètement jeté, ce pauvre garçon. Et donc il parcourt la campagne en arnaquant les petites villes. Donc vous allez tout de suite comprendre, ils simulent une invasion de rats, ils font raquer les habitants, et Keith arrive avec sa flûte, et les rats disparaissent. Par magie. Par magie. Donc difficile de manquer la référence aux joueurs de flûte de Hamelin. Sauf que ils vont arriver dans un village où tout ne va pas se passer comme prévu. Donc vraiment, pour moi, c'est un livre qui est vraiment drôle, vraiment bien écrit, et très irrévérencieux au niveau de l'humour et de la façon dont on abordait certains thèmes. Après, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que Pratchett est anglais, il est issu d'une tradition quand même de littéraire, de folk tales, etc. Et le fait qu'il s'intéresse à ça, qu'il le retravaille, qu'il les détourne, un conteur qui raconte d'autres contes, il y avait une sorte de mise en abîme qui est vraiment très intéressante. Ok. Alors on ne doit bien évidemment pas oublier La science du Discworld, qui se présente comme un ouvrage écrit par les scientifiques. Je t'écoute, Alessia, sur le sujet. Oui, donc... Enfin, nous t'écoutons d'ailleurs parce que je suis pas la seule à t'écouter. Finalement, ça serait dommage. Donc La science du Discworld se présente comme un ouvrage écrit par les scientifiques de l'université de l'Invisible, sur le globe monde. Donc le Discworld écrit sur le globe monde. Contrairement au Discworld qui n'obéit qu'à la loi de l'impératif narratif, le globe monde est sphérique et obéit aux lois de la physique. Totalement aberrant. Donc le premier volume de cette série a été publié en 1999 par Terry Pratchett, Ian Stewart et Jack Cohen. Ian Stewart est mathématicien, mais également auteur de SF. Il a publié notamment Heaven et Wheeler. Quant à Jack Cohen, c'est un biologiste connu pour populariser les sciences auprès du grand public. D'accord. Donc, voilà. On voit où ça va. Ouais. On voit clairement où ça va et comment ça a été fait. Donc cette série est donc à mi-chemin entre le roman et la vulgarisation scientifique. Et ce qui est vraiment très agréable, c'est que toute la série a une structure qui est bien particulière. Les chapitres impairs sont narratifs et prennent place dans l'univers du Discworld, tandis que les chapitres pairs vulgarisent les notions scientifiques abordées dans le chapitre qui précède. Donc chaque lecteur, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros, donc chaque lecteur peut donc ainsi choisir de lire le livre dans son intégralité, de piocher un chapitre qui l'intéresse, ou de ne lire que les chapitres impairs ou pairs. Selon si c'est un scienteux ou quelqu'un qui aime lire, tout simplement. Quelqu'un qui a juste pas envie, voilà. Donc ça, si tu connais déjà tout, t'as pas besoin de lire la vulgarisation. Si t'es un génie, t'as pas besoin. Donc cette série cite allègrement... Un scientifique, c'est pas forcément un génie, hein. Oh, ça va. Donc cette série cite allègrement ouvrages scientifiques, mais aussi classiques littéraires.
Donc ça aborde des thèmes très variés, la relation entre science et magie, la théorie de l'évolution ou plus récemment la religion. Donc 3 suites sont parues. Le Globe en 2002, L'Horloge de Darwin en 2005 et Le Jugement dernier en 2013. Ok. Alors ensuite, on peut évoquer l'art du disque-monde. Là, je crois qu'on n'a pas besoin d'expliquer grand-chose. C'est un artbook encyclopédique qui est une sorte de dictionnaire illustré. Enfin, si vous aimez Pratchett, c'est évidemment le livre que vous allez avoir, un peu comme vous allez avoir les cartes de Perne si vous aimez les dragons de Perne. Enfin voilà, quand on aime un univers, l'art du disque-monde, c'est vraiment une très belle façon de l'aborder. Il y a ensuite le Vadémécum. Gilot, je crois que tu aimes particulièrement cet ouvrage. J'ai les 2 éditions, donc je connais. Alors c'est très pratique pour retrouver un personnage, un lieu, etc. Bon, après forcément c'est le type même d'ouvrage qui est à mon avis réservé à des lecteurs qui sont déjà fans de l'auteur, parce qu'il faut quand même, sinon ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée si on connaît pas les gens ou les lieux auxquels, qui sont décrits ici et qui en veulent toujours plus. Et puis c'est aussi quand même plus sympa et plus complet qu'un article Wikipédia par exemple. Donc faut voir, c'est des bios qui sont forcément un peu racontés, c'est pas juste formel. Donc il y a toujours le ton justement du disque-monde qu'on retrouve dans ces présentations de personnages, de lieux, etc. Donc franchement, si on aime Pratchett, c'est très sympa pour ne serait-ce que si on a un trou de mémoire ou qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur un personnage qu'on avait oublié depuis longtemps, etc. Ok. Et justement, on évoque le ton de Pratchett et le fait qu'on peut le retrouver, y compris dans une vision encyclopédique et une description encyclopédique de son univers. Mais faisons le point, puisqu'on a quand même beaucoup d'auditeurs qui sont juste francophones, et c'est pas un défaut. Faisons le point sur la traduction. En France, il est évident que le succès de Pratchett n'aurait pas pu se faire sans son traducteur officiel, Patrick Couton, pour les Annales. Enfin... Oui, d'après Gilot, c'est autre chose. Oui, non, mais là, un article du Monde l'avait présenté comme Thierry Couton, ce qui était un peu dommage quand même. C'est dire s'ils sont renseignés. Surtout le lendemain de la mort de l'auteur, mais bon. Ça a été corrigé depuis, je crois, mais ça arrive même. C'est du ça travail arrive bien même fait. À noter que Patrick Marcel a traduit De Bon Présage, et Le Peuple du Tapis, et Le Grand Livre des Gnomes. Pour les ouvrages de la science du disque-monde, Alessia, il y a des précisions au niveau de la traduction ? Oui, c'est-à-dire que Patrick Couton n'a pas travaillé seul sur ses ouvrages, il a travaillé avec Lionel Davoust, qui on fait coucou qui s'est occupé des chapitres scientifiques. D'ailleurs, il en parle sur le blog de la Talente ? Oui, il a écrit vraiment un véritable plaidoyer en faveur de ses ouvrages, invitant le lecteur à les découvrir. Donc je vous cite un extrait, mais n'hésitez pas vraiment à les lire sur le blog parce que c'est vraiment un très très bel article. Donc il écrit « Ils sont importants parce qu'ils remettent en avant de façon amusante, nous sommes sur le disque après tout, et clair. Il s'agit de vulgarisation, ce qui n'empêche pas de manier des concepts pointus. Les grandes avancées de la pensée humaine dans les domaines des sciences, de la sociologie et de la culture. Et, fidèle à la tradition empiriste dont ils s'inspirent, ils ne vous engagent pas à croire sans débattre. Ils vous fournissent les faits, la méthode, et vous encouragent à vous former votre propre opinion. » Ça, c'est une belle chose. Aka, sur la traduction ? On exagère un peu, le disque-monde est presque autant l'œuvre de Patrick Couton qu'elle est celle de Terry Pratchett, en tout cas en France. Bon, c'est certainement un peu exagéré, mais faut avouer qu'il a su retranscrire l'humour de l'auteur, blindé de références anglaises, et les adapter pour un public français. Bon, quitte à supprimer une blague à certains endroits pour en rajouter d'autres. Donc le fameux détail sur la mort qu'on a évoqué tout à l'heure, la mort est un mal, dans le sens homme, un mal, un mal nécessaire. Ouais. Donc ce qui n'est pas le cas de tous les mâles. Ce qui n'est pas le cas de tous les mâles, certainement. Ni de tous les mots, d'ailleurs. Et du coup, bien évidemment, c'est une pure invention de Couton, puisque en anglais, ça serait vachement moins fun. Alessia ? Oui, mais je voulais revenir sur la traduction, parce que c'est vrai qu'il y a des ouvrages où... français, anglophone, on se dit tiens, je vais le lire en VO, et on ouvre Pratchett et là on se dit
Ah, je parlais Ok. pas anglais. Ah non. En fait, je ne parle pas anglais. Ça va pas être possible tout de suite. Donc moi, ça m'est arrivé en première année de fac. J'y suis Ouais. allée la fleur au fusil et là j'ai dit ah ben non, on reviendra plus tard. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces auteurs qui ont une complexité dans l'écriture et enfin Patrick Couton a fait un travail de Moi, c'est un des rares malade. que je ne lis pas en VO. Hein. Ouais, c'est terrible. Je pense que c'est plus facile de lire du Tolkien en VO et d'entrer dans le cœur des choses que de lire du Pratchett en VO et de pas passer à côté de plein de choses. Tu en penses quoi, Gilo, de ton point de vue de traducteur, justement? Bah, moi, j'ai aussi essayé parfois de lire un peu Pratchett en VO. Je crois que j'ai essayé de lire Roublard, je ne sais plus, il me semble. Bah, effectivement, c'est quand même assez, c'est vraiment, il a une patte très marquée, très complexe. Et non, là, franchement, évidemment, bah, comme tout le monde, je crois qu'on sera unanime pour saluer le travail de Monsieur Couton. Et d'ailleurs, qui disait dans cette fameuse interview avec Du Monde que certains fans anglais achetaient même la VF, donc en tant que collectionneur. Mais des anglophones francophones, quoi, en fait, des anglais francophones. C'est ça. oui, j'imagine, parce que sinon, ça servirait un peu à rien. Mais bah, pour situer quand même, enfin, le fait que son travail est vraiment reconnu, bah, même hors de nos frontières. Mais je pense qu'effectivement, l'humour, c'est quelque chose de très difficile à manier, surtout quand il est basé sur des références qui sont parfois vraiment ancrées dans l'âme d'un pays, j'ai envie de dire. Donc ici, l'Angleterre. Et c'est vrai que ça demande énormément d'efforts pour arriver à un résultat aussi convaincant. Ok, Alicia? Oui, et c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement frustrant d'essayer de le lire en anglais et de se dire ok, alors là j'ai lu 3 pages, j'ai loupé combien de blagues, combien de références me sont passées sous le nez. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de Pratchett. Mais ce qui est rigolo, c'est quand ça arrive, quand on a des amis anglophones et qu'il y a des choses, des références comme ça qui vous reviennent parce que vous le signalent. Petite anecdote, vous vous souvenez peut-être de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres? Moi, ça m'est complètement passé à côté qu'il y avait des bruits du Tardis dans la bande son au moment de l'animation et de la cérémonie d'ouverture avec. Oui, moi c'est le premier truc que j'ai entendu. Ouais, tu vois, donc quand on n'a pas la référence Doctor Who, en tout cas au niveau sonore, on n'est pas suffisamment aficionados pour l'entendre et le remarquer. Voilà, ça fait partie des choses. C'est en voyant des commentaires de mes potes anglais sur leur page Facebook, je me suis dit ah oui tiens, c'est vrai, je réécoute, je l'entends et je le remarque, mais de moi-même c'était pas si évident. Alors pour repartir sur l'univers du Disque Monde, une question qui s'impose vraiment, même si la maladie connue de l'auteur nous avait déjà fait évoquer le sujet, que va devenir le Disque Monde sans son créateur? Gilo? En fait, il y a quelques années, Terry Pratchett avait annoncé que sa fille, donc Rihanna, qui travaille notamment dans le domaine du jeu vidéo, pourrait reprendre le flambeau. Pour l'instant, on ne sait pas du tout si elle va le faire ou pas, puis je pense que c'est pas vraiment le sujet, ni pour elle, ni pour les lecteurs. Mais il avait en tout cas, donc Pratchett avait jugé en tout cas que son univers était entre de bonnes mains. Et c'est vrai que elle a notamment travaillé sur la série des Overlord, qui a une série de jeux avec un humour très Disque Monde, puisqu'on incarne des espèces d'horribles gnomes qui sont au service d'un grand méchant. Enfin bon, et qui se plaignent justement des mauvais traitements qu'ils reçoivent, entre autres. Mais voilà, je pense qu'elle peut avoir le ton assez facilement, forcément. Hein, elle connaît aussi bien l'œuvre de son père. Après, c'est vraiment très flou parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout si la série va continuer ou pas. Mais il me semble qu'elle l'a aidé aussi à rédiger, qu'elle a participé à la rédaction des derniers tomes du Disque Monde depuis que la maladie de l'auteur faisait qu'il ne pouvait plus écrire lui-même, notamment, et rédiger ses histoires comme il le souhaitait et comme il le faisait avant. Donc, on ne sait pas, mais potentiellement, ce n'est pas forcément terminé. Ok. Aka ? Pour le coup, c'est une réflexion pas forcément c'est assez général ce que je veux dire, mais est-ce
qu'il y a vraiment un besoin de continuer cet univers. Non, c'est déjà un univers ouais. très fouillé qui n'a pas de début, pas de fin, donc il n'y a pas de nécessité de continuer quoi que ce soit, de nécessité même entre guillemets, parce que finalement, il y a des grandes séries où je remercie je remercie les éditeurs et les veuves, pour ne pas les citer, d'avoir trouvé un remplaçant pour finir la série. Mais pour le coup, j'ai quand même le sentiment que le Disque Monde n'a pas ce type de nécessité. Peut-être que quand on est un lecteur plus fan ou plus avancé dans la lecture du Disque Monde que toi, moi ce que j'ai lu, c'est beaucoup de gens qui disaient voilà, moi j'ai lu les 40 bouquins, je sais que maintenant j'en ai plus d'autres quoi. C'est passer à la relecture au lieu d'aborder enfin la découverte quoi. Ce qui pour un fan peut être un peu frustrant. C'est la vie, mais ça peut être un peu frustrant. Oui, Gillo. Après, il faut voir que sa fille, son investissement serait pas artificiel entre guillemets, puisque on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais elle est aussi impliquée directement dans la série télé du Guet, puisque elle doit être scénariste et productrice, je crois, dessus. Donc en tout cas, elle maîtrise vraiment bien les arcanes des annales, si je puis dire. Les arcanes des annales, ok, on va le garder. Alors justement, puisqu'on parle de reprise et que là-dedans s'implique forcément le fait de trouver le même ton et de garder la même qualité, quels sont les points forts, le style et les thèmes de Pratchett? Comment est-ce qu'on peut le définir d'un point de vue littéraire? Aka? Alors de ce que j'en ai lu, les héros sont souvent des gens du commun ou du moins des gens simples, mais Pratchett ne verse jamais vers le populisme. Ces méchants sont souvent des gens qui ont peur d'être humains, justement, d'être simples, quoi, ou qui manquent d'imagination, comme des bureaucrates psychorigides. Et ça, c'est super commun, quoi. On en a tous croisé des tas dans le vrai monde. Il y a des méchants partout ici. Ça vous fait pas penser à l'illustration, enfin à la note de Boulet où il dit pourquoi est-ce qu'on représente toujours le méchant comme un truc avec des super ailes, des dents de vampire, un truc qui fait peur, alors que si ça se trouve dans notre univers le méchant c'est ça. Et là tu vois le dessin d'un espèce de comptable à cravate, tout simple. Et évidemment c'est lui le méchant. Pour moi l'une des forces de l'écriture de Pratchett c'est les dialogues et évidemment pour que les dialogues fonctionnent il faut des personnages bien campés, donc ces personnages sont hyper fouillés, ce qui leur permet d'avoir une façon de se comporter et un sens du dialogue qui les caractérise immédiatement et qui crée l'humour quoi. C'est parce que c'est presque des échanges de séries télé quoi. Il y a un côté à l'anglaise, chapeau melon et bottes de cuir, il y a un côté amicalement vôtre, enfin voilà, il y a des échanges et des dialogues dont on se souvient assez facilement et qui marquent à la lecture. Gillo, pour toi, quelle est la caractéristique principale de Pratchett? Je dirais, par rapport à ces thèmes, c'est assez difficile finalement, à part la nature humaine, d'en sélectionner un précisément, dans le sens où il aborde des sujets de plus en plus variés au fil des tomes. En tout cas, pour moi, c'est clairement un auteur de fantasy, où celle-ci, chez lui, n'est pas qu'un décor lui servant de tribune. Alors, bien sûr, les parallèles, comme on le disait, avec ce qu'il y a de plus, avec notre monde, sont tout ce qu'il y a de plus volontaire. Mais comme le disait, alors là par contre j'ai peur de me tromper, K sur le forum, et même si c'était en grossissant le trait, c'est vrai qu'on pourrait le rapprocher finalement peut-être d'une sorte de Jean de La Fontaine dans son approche des thématiques. En tout cas sans la morale à la fin. Oui voilà, sans la morale à la fin. Mais dans la façon dont sont déclinées les thématiques. En tout cas, les clichés de la fantasy ne sont pour moi qu'un sujet parmi d'autres, ce qui fait que finalement, elle en prend pas plus que les autres au final. Je noterais aussi du côté de ses points forts, la façon dont il est capable de harponner l'attention du lecteur en quelques lignes. Son humour bien sûr, avec les fameuses notes de bas de page. Pourtant, je suis pas vraiment fan des notes de bas de page. Quelle erreur. Son humanité bien sûr. Et puis, quel que soit le personnage mis en avant, parfois le temps d'une poignée de pages, ça peut suffire à, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple de Victor,
à vraiment l'apprécier. Et puis quelque chose qui peut-être devrait pas jouer, car on peut être sincère et très mauvais à la fois. C'est le fait de sentir que à travers ces romans, ces combats, sans jamais prendre le pas sur l'histoire, lui tenait vraiment à cœur. Et pour moi, ça joue aussi du côté des atouts qu'on peut citer. Oui, Alessia ? Oui, alors pour moi, les points forts, ce serait, bon, comme tu l'as dit, les personnages et les dialogues, là je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment quelque chose qui donne vie à l'univers. Mais vraiment, pour moi, ce qui fait vraiment aussi le point fort de Pratchett de manière générale, c'est vraiment la richesse. Pas uniquement de l'univers, mais de tout ce qui est référence culturelle. Ça foisonne de partout et ça permet de nourrir la réflexion sur ce qui se passe, d'avoir le recul nécessaire pour comprendre ce qu'il souhaite évoquer, ce sur quoi il souhaite nous faire réfléchir. Et vraiment, enfin, sous une apparente facilité, il y a une complexité derrière, une richesse culturelle qui est vraiment juste merveilleuse. Est-ce qu'on peut pas dire que, contrairement à ce qui est fait d'une vision un peu snob et judgment, enfin avec du jugement quand on juge la culture et la littérature en France, est-ce que, enfin pour moi, Pratchett c'est clairement un auteur pop, quoi. Il a un côté pop culture. Il y a il y a pas que le lecteur de fantasy qui peut s'y retrouver. Toute personne qui vit sur cette planète à peu près peut trouver dans ce qu'il écrit des références, des idées, des notions qui lui sont familières. Enfin, je disais tout à l'heure que Lank, c'est pas le Gange, mais il y a un côté comme ça, quoi, quand il le décrit, et que, enfin, il y a sur la pollution, les choses qu'il peut dire sur notre monde réel, elles sont à la portée du lecteur, même qui n'est pas fan de fantasy. Et Gillo disait que c'était pas que de la fantasy qui se moquait, et c'est là que la chose est intéressante, et c'est pour ça, sans doute, que ça plaît autant aux lecteurs de fantasy, c'est qu'il n'est pas que enfin, c'est pas que la parodie de la fantasy qui est intéressante, c'est pas juste manquons-nous des traits et des travers et des clichés fantasy, c'est manquons-nous de notre univers, manquons-nous des choses qui font notre humanité, et faisons-le à travers un univers parallèle qui après tout existe peut-être, on s'en fout, quoi. Finalement, c'est juste un prétexte. C'est ça, et comme il tape sur tout le monde, oui, tout le monde s'y retrouve. Allègrement. Est-ce qu'on peut parler de l'importance, cela dit, de l'univers de Pratchett dans l'univers littéraire de la fantasy ? Est-ce qu'il a une place aussi importante que celle de Tolkien ? Est-ce qu'on peut sans le comparer, évidemment, arrêtons les comparaisons qui mènent nulle part, mais Gillo, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Je dirais qu'en essayant de pas trop parler, enfin de rester froid, on va dire, et même sans parler sous le coup de l'émotion, on va dire sur un plan strictement comptable, on parle d'un auteur qui flirte et qui a même peut-être dépassé les 90 millions d'exemplaires vendus, ce qui fait qu'il se retrouve dans le top 10 des plus gros vendeurs, tout genre confondu, enfin tout genre imaginaire confondu, donc derrière des poids lourds comme Tolkien, Rowling ou Stephen King. Donc c'est déjà pour le situer. Enfin, voilà, on parle pas d'un auteur méconnu, qui a vendu 3 bouquins, etc. C'est, depuis des années, il était dans les. Je crois qu'il était même l'auteur anglais le plus vendu chaque année dans son pays, si on met de côté les Harry Potter. Et puis c'est sans doute, c'est ce qu'on disait un peu précédemment aussi. Dans la fantasy, mais même au-delà justement, puisque on l'a dit, une bonne partie de ces romans peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Donc ne serait-ce que par simplement de ce fait, quand on lit un Pratchett, on n'est pas enchaîné, on va dire, pour 10 tomes avec comme on peut être avec des séries de fantasy épiques. Donc je pense que au-delà des millions d'exemplaires vendus, il y a aussi le nombre de lecteurs, et je pense qu'à ce niveau-là, il est justement bien plus populaire et bien plus connu que d'autres auteurs de fantasy comme Robert Jordan, sans vouloir le pointer du doigt lui particulièrement, mais parce que mais tu veux dire que finalement, il y a des auteurs plus qui sont considérés comme plus sérieux au sein même de l'univers littéraire fantasy, qui sont pas forcément d'aussi grands vendeurs, quoi. Oui, et puis c'est vraiment le fait finalement, avec
si un lecteur veut acheter toute la roue du temps, il va acheter 14 tomes. Hein, donc il est impliqué dans une même histoire. Pratchett, c'est tellement plus varié que du coup, je pense qu'il y a un spectre beaucoup plus large. Et finalement, je sais pas. Est-ce qu'en France, moi je suis peut-être pas le seul à connaître des gens qui ne lisent pas forcément beaucoup de fantasy, mais qui ont déjà lu un Pratchett. Ou alors si, je suis peut-être le seul, je sais pas. Non. Sinon. On connaît pas de gens qui ont pas lu beaucoup de fantasy. C'est ça, on fréquente pas les mêmes personnes. Oui, d'accord, mais évidemment. Et pour son importance au-delà des frontières du genre, on peut noter une chose qui est quand même assez particulière à l'Angleterre. C'est qu'il a été anobli par la reine, donc c'est Sir Terry Pratchett tout de même, donc voilà. Bon, vous me direz qu'en France, Mimi Mati a la Légion d'honneur, mais bon. C'est une vraie bonne référence, hein, parce qu'elle fait dans le fantasy aussi, hein, quand même. Joséphine Ange Gardien, c'est un peu de la fantasy. Hein. On a les médailles qu'on mérite, c'est ça. D'ailleurs, il y a un lobbying il y a quand même un lobbying pour qu'on en parle sur le site, mais je résiste pour l'instant. Mais... Alors, fort heureusement, justement, pour ce qui est de la renommée et de l'extension du domaine de la lutte, c'est ailleurs que la fantasy. Il y a des gens qui notent que la France, par rapport à ça, est dans une forme d'aberration. Je vous fais part de quelques tweets. Il y a un tweet de Padre Pio qui dit Pratchett, c'est 30 ans de carrière, 40 bouquins, 90 millions de livres vendus et pas une invitation sur une télé française. Cela dit, Maxime Chatham, qui a repris les tweets de Padre Pio, enfin qui les a retweetés, disait aussi, ou il a retweeté Padre Pio, enfin peu importe, il disait aussi que au moment de l'avenue de Stephen King en France récemment, il semblerait que l'attaché de presse ait eu beaucoup de mal à obtenir une télé pour Stephen King. Je sais pas si vous voyez le truc, quoi. Un autre tweet d'Haroun Al-Rachid à propos de la couverture médiatique, toujours. Dites lemonde.fr, la mort de Pratchett dans la rubrique Geek Pixel plutôt que dans Culture Livre, c'est par ignorance, snobisme ou bien? Je trouve ça hyper vrai, quoi. C'est un peu comme, enfin voilà, c'est pas de la sous-culture, c'est pas. Ouais, c'est assez hallucinant. Oui, mais ça, faut les prévenir que ce n'est pas de la sous-culture parce qu'ils ont pas l'air d'être encore au courant. Alors, cette attitude permet aussi de repérer les médias que l'on a envie de suivre parce qu'au final, c'est le Gorafi qui tweet mieux que l'AFP. Flash, la mort confirme la mort de Terry Pratchett. Source, la mort. Je trouve d'ailleurs la plaisanterie intéressante quand on se souvient du loupé récent sur la mort de Martin Bouygues fait par l'AFP. Je crois que ça n'a pas échappé au Gorafi non plus. Alors, comme le disait Gilot, c'est pas un débat interne après. C'est ce que tu disais en citant l'exemple de Stephen King, quoi. C'est plus général, on va dire, avec tout ce qui touche les littératures de l'imaginaire au sens large, j'ai envie de dire. Mais pour en revenir 2 secondes à l'importance de Pratchett, il suffit de voir la vague d'émotions et de réactions qu'il a suscité chez ses fans, chez les lecteurs, mais aussi chez les auteurs, ses proches, ses amis, ses contemporains, ou même des gens qui le connaissaient pas forcément beaucoup, comme Martin, qui a aussi qui a regretté de ne l'avoir finalement que croisé au fil des conventions. Et puis si je vous invite vraiment à voir un entretien avec Neil Gaiman et Michael Chabon qui était prévu de longue date, qui a été enregistré le soir même de la mort, le jour même de la mort de Pratchett, où Gaiman parle de son ami pendant presque 1h30 avec beaucoup d'anecdotes et vraiment bon là ça se voit pas parce que on est sur Skype et que la qualité d'image est très mauvaise, mais j'ai l'émotion qui me prend rien que d'y repenser parce que vraiment c'était c'était vraiment très beau et c'est rare d'avoir vu c'est rare de tomber sur un auteur qui suscite autant de sympathie, quoi. Et pas juste je sais pas, du regret. Oui. Et pas juste des tweets informés du Gorafi, mais une remarque du Premier ministre anglais. Enfin voilà, quoi, c'est pas n'importe qui meurt, quoi. Justement, est-ce que d'un point de vue, pour revenir au point de vue littéraire, est-ce qu'on peut dire que Pratchett est à l'origine d'un courant spécifique, ou bien son style est tellement particulier qu'on ne peut pas l'associer à d'autres auteurs? Aka? Là, je vais paraphraser un peu ce que dit Merwin. C'est
à l'origine d'un courant, c'est peut-être un grand mot quand même. L'humour anglais est tellement ancré dans la culture d'outre-Manche. Côté littérature, ça reste de l'humour anglais, quoi. Ensuite, on peut trouver que c'est un digne descendant de P.G. Wodehouse et des historiens et des histoires comme celle de Jeeves et de Bertie. Apparemment, donc Merwin a cru voir aussi que l'auteur était très influencé par Jérôme K. Jérôme, mais lui et moi non plus, on n'y connaît pas grand-chose, donc je vais pas m'étendre sur cette citation-là. Oui, Gilot. Oui, pour parler un peu de ce monsieur Jérôme, Jérôme. J'avoue que je ne le connaissais pas trop non plus, donc je me suis un peu renseigné. Et c'est vrai qu'on peut établir des parallèles, notamment au-delà de simplement Pratchett qui a pu déjà le citer, mais parce que c'était quelqu'un apparemment d'assez pessimiste, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un style très humoristique. Donc là, j'ai l'impression quand même avec un humour parfois absurde et qui pointait du doigt les travers du comportement humain et de la société. Donc quand on le résume à ça, je pense qu'effectivement on peut voir un certain parallèle avec Pratchett qui semble évident, un siècle avant lui, quoi. Alors personnellement, moi j'associe Pratchett à Robert Asprin, qui est l'auteur de la série Myth Adventure. Myth s'écrivant M-Y-T-H, et ce qui est un jeu de mots sur Myth, M-I-S, ce qui fait les mésaventures, mais les mythes adventures. Là, il y a 19 livres seulement, mais un sens de la dérision très proche, avec quand même clairement un aspect plus parodique de la fantasy, ce qui le rend certainement moins intéressant pour les non-lecteurs de fantasy. Il parodie plus la fantasy que notre univers. À propos de Asprin, qui est mort en 2008, il a été dit qu'après sa mort, il aurait été retrouvé avec à ses côtés ses lunettes de lecture et un livre de Pratchett. Alors, sans qu'il soit un leader de genre, moi je pense qu'on peut éventuellement conseiller Pratchett à ceux qui ont aimé Douglas Adams. Parce que je pense que si on aime le style un peu délirant de Douglas Adams, on peut aimer Pratchett, même si c'est pas la même ambiance. Je sais pas, je pense sincèrement que Jasper Fforde c'est aussi dans ce domaine-là. Je pense que Diana Wynne Jones, qui est une auteure plutôt jeunesse, mais qui est aussi très très appréciée de Gaiman par exemple, c'est un peu dans cet univers-là, enfin dans ce type de littérature, ou encore Robert Rankin, ceux qui n'ont pas lu The Witches of Chiswick, c'est vraiment dommage, quoi. Ne passez pas à côté de Rankin, c'est un auteur qui est hyper drôle. Si vous aimez le parodique victorien, tout s'explique avec The Witches of Chiswick, Jules Verne, comment il s'appelle? Ça y est, son nom va m'échapper, peu importe. Tout ce qui est victorien et Dickens et les mystères liés à cette époque, tout s'explique de cette façon-là. Et enfin, il y a Tom Holt et The Portable Door. Ça, si vous n'avez pas lu non plus, c'est vraiment chouette. C'est là aussi sur le principe du multi-univers, sur le principe du voyage dans le temps. Voilà, il y a pléthore d'auteurs. Est-ce que d'un point de vue plus francophone, toi, ça te lie à des choses, Alicia ? Oui, pour des auteurs francophones, moi je penserais à Pierre Dubois et ses contes de crime, ou à Catherine Dufour, dans le genre aussi, avec un humour totalement cinglant et révérencieux et qui renverse tout sur son passage. Donc chez nous, oui, je pense à ces deux auteurs-là. Et puis finalement, le prix de cette année Elbakin fait des guillotines. Pour moi, Karim, il tient clairement, Karim Berouka, avec ce bouquin, il tient clairement quelque chose qui est lié à du Pratchett. Je trouve que l'humour en fantasy est souvent lié à de l'ambiance histoire détective. Souvent la fantasy avec de l'enquête marche assez bien avec l'humour. Je pense à oui, Aka ? Oui, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je pensais donc à quelques références aussi. Donc dans ce que tu dis, il y a Garrett, détective privé voilà. de Cook, qui est tout à fait où on retrouve un petit peu cette ambiance un peu glauquissime, cradoc et humour. Alors il y a évidemment c'est beaucoup moins recherché. C'est que
il y a plus la part enquête que la part humour, mais on retrouve un petit peu ce côté-là. Oui, Gilo, t'es pas d'accord? Non, bah oui, enfin, si, on peut faire des parallèles, mais à ce moment-là, je citerais Martin Millar et Traxas, pour ceux qui s'en souviennent. Évidemment. Il y a eu 3-4 tomes publiés au Fleuve Noir. Mais là, pour moi, ça reste quand même des ouvrages qui parodient, pour le coup, plus la fantasy proprement dite. Je suis d'accord. Qui, effectivement, vont peut-être pas aussi loin, et ne sont pas forcément aussi aboutis que ce qu'a pu faire Pratchett avec le Disque Monde. Alicia? Oui, c'est ça, la caricature sociale qui est quand même vraiment inhérente à Pratchett se retrouve plus difficilement ailleurs. La part humour, oui, ça c'est sûr. Par contre, le fait de combiner les deux, c'est un dodo, quoi. On a un peu oublié Royaume Magique à vendre de Terry Brooks, qui est clairement dans la parodie de fantasy, mais là aussi avec une petite parodie aussi mais alors dans un côté pas parodique, mais complètement mélange fantasy notre univers. Je peux pas m'empêcher de penser que Pullman, même s'il est alors pour le coup pas drôle du tout, mais il y a quelque chose là-dessus dans sa façon de faire passer Lyra et j'ai oublié le nom de son compatriote et son camarade dont elle est amoureuse, tout ça. Enfin voilà, le passage de notre univers à des univers fantasy, là aussi, est du domaine de la critique et de la charge un peu sociale. Oui, Aka? Moi, il y a un autre livre qui me fait penser, où Pratchett me fait penser à ce livre-là, et en particulier un autre livre qui m'a fait énormément penser à De Bons Présages quand je l'ai lu, donc il y a quand même un peu la patte Gaiman aussi dedans. C'est L'ombre de China Miéville, donc avec ce côté humour, ce côté jeu de mots, ce côté truc un peu délirant. Il suffit de voir la tronche des girafes et il y a un petit troll qui vient d'éternuer dans notre studio. Et voilà, une fois qu'on a vu la tronche des girafes et des trucs comme ça, il y a quand même un espèce de côté humoristique qui me ferait penser, moi qui m'a fait beaucoup penser à De Bons Présages. Gilo citait Millar. Il est clair que Les Petites Fées de New York, c'est aussi dans cette volonté de passer d'un monde à l'autre et de se servir de l'humour et de se rendre compte que la fantaisie, c'est pas seulement quelque chose d'épique et de grandiloquent et de grandiose, pour utiliser les deux mots qui sont un peu le bien et le moins bien. Évidemment, on peut aussi citer Tad Williams et La Guerre des Fleurs. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans qui avec Applecore est sur de la parodie du féerique. Oui, j'y ai pensé un peu quand on a parlé quand t'as parlé de Feywids et Guillotine, mais il y a en effet cette parodie de notre univers en passant dans un univers parallèle, etc. Ensuite, je suis en train de me dire qu'on essaye de trouver des liens qui n'existent pas forcément. Non, la question était plutôt si on aime Pratchett ou si on n'aime pas Pratchett. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme lecture qui soit dans ce type d'orientation un peu drôle et alors après avec des nuances et des variations importantes. Mais oui, on va pas dire que si Glenn Cook est drôle, c'est comme du Pratchett. Enfin tu vois, évidemment. Et j'aurais pas tendance forcément à conseiller du Tad Williams à quelqu'un qui a adoré du Pratchett. C'est quand même assez différent, ne serait-ce que dans la façon d'écrire, dans la narration, oui, etc. C'est sûr. Est-ce que j'avais évoqué la question de savoir qui l'a inspiré. Ça nous a pas forcément tous. Mais enfin moi, il me semble que Gaiman clairement se revendique de Pratchett et je fais appel à ma mémoire, ce qui est vraiment risqué comme jet de dés avec fort fumble possible, mais il me semble que Gail Garriger nous avait dit dans son petit déjeuner que ça faisait partie des auteurs qu'elle trouvait comme source d'inspiration. Oui, Alessia? Oui, tout à fait. Ta mémoire est là où il faut. Oui. D'ailleurs, Gail a tweeté récemment suite au décès de Terry Pratchett pour justement rappeler une rencontre qu'elle avait pu faire avec Sir Terry Pratchett et de rappeler à quel point c'était un auteur qui l'avait marqué et influencé, etc. Donc voilà. Ok. Mais je pense là-dessus qu'il y a de toute façon, comme c'est un auteur
extrêmement lu, comme on a pu le signaler précédemment. Même s'il n'y a pas d'inspiration forcément visible, c'est un auteur qui fait partie du panorama fantasy et évidemment il y a des inspirations, des petits trucs où on se dit ah oui ça c'est quand même quelque chose, etc. Et je pense qu'en en particulier dans des personnages de mort, je pense qu'il y a pas mal d'inspiration que... Mais c'est important de le dire, on dit tellement souvent tiens ça s'inspire de Tolkien, tiens ça ressemble à du Tolkien. Enfin voilà, il y a plein de romans où on peut dire tiens ça s'inspire de Pratchett et ça ressemble à du Pratchett. On peut aussi parler de l'homme de façon plus personnelle et moins littéraire. Pratchett et ses combats. Alors évidemment la lutte contre Alzheimer et incidemment son combat pour le suicide assisté. Comme je le disais tout au début, il a présenté ce combat et ses croyances à ce niveau-là, enfin ses convictions, c'est pas des croyances, c'est des convictions, dans le documentaire Terry Pratchett Choosing to Die, qui a été diffusé par la BBC. Une autre notion importante et une autre lutte importante pour lui, Gillo ? Oui, c'est la défense des animaux. C'était un grand amateur, ça m'énerve de dire c'était, mais bon, un grand amateur de sciences naturelles. Il défendait notamment les orang-outans et leur milieu naturel. Et il avait aussi fait une tribune à l'époque où pardon Gillo, on vient de dire le milieu naturel des orang-outans, la bibliothèque, bien entendu. Ah oui, voilà. C'est vrai aussi, ça pourrait marcher. Mais là pour le coup c'était plutôt la jungle, faut avouer. Mais il avait aussi fait une tribune et puis même proposé 10 000 livres de récompense pour retrouver le meurtrier d'un cygne dans un parc londonien. Ouais, je me souviens de cette qu'on avait fait une brève là-dessus. Le personnage à ce niveau aussi. On peut aussi noter le fait qu'il aidait, et je suis d'accord avec toi Gillo, comme l'a écrit quelqu'un en forum, j'emmerde l'imparfait. Donc Pratchett aime aider les nouveaux auteurs grâce au prix doté par lui, le Terry Pratchett First Novel Award. Pour ce qui est de l'influence en dehors de l'univers fantasy, il existe un blog en français qui s'appelle Une heure de peine, qui est un blog tenu par un sociologue et qui évoque des sujets dans ce domaine hyper sérieux. Et je trouve ça hyper intéressant le fait que si vous allez regarder Une heure de peine, c'est assez intéressant quand on a envie de se cultiver un petit peu sur des sujets sérieux. Le fait qu'il dit où on est notre société si on n'a pas une heure à consacrer à la lecture d'un truc important ou la lecture d'un truc un peu sérieux. Je trouve ça assez intéressant dans ce monde qui va vite. En tout cas, lui, il a écrit plusieurs articles sur les liens entre l'univers de Pratchett et des problématiques sociales très préoccupantes. C'est assez finement observé. Il fait des citations en anglais, mais en tout cas, il fait des liens entre Durkheim et Pratchett. Et enfin voilà, si vous avez envie de vous pencher sur des choses un peu en dehors de la fantasy, c'est une bonne occasion. Parlons en dehors de la littérature et de la lecture des adaptations pratchettiennes. On va commencer par les 3 téléfilms. Le Père Porcher, La 8e couleur et Timbré. Sans compter les adaptations qui sont encore un peu en balance et pas certaines de Aller les Mages et de la série du Guet. Moi, pour avoir vu Timbré, je trouve que c'est vraiment parfaitement adapté. C'est génial. Et que, voilà, si regarder cette adaptation, ça peut vous donner envie de découvrir l'univers en littérature, c'est vraiment que la télé a fait son œuvre pour une fois. Alessia ? Ah oui, testé et approuvé. J'ai voulu convaincre quelqu'un de lire du Pratchett. Oui. On a regardé Timbré. Ah, tu les as ? Oui, je les ai. Tiens. Voilà. Très efficace. Oui, Gillo ? Par contre, je sais pas si c'est un signe avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais à choisir, éviter de commencer par la 8e couleur là aussi, parce que des 3 téléfilms, c'est clairement le moins bon. Oui, c'est le maillon faible. Ce serait dommage de passer par là, mais ce sont des téléfilms vraiment très sympathiques. Même Le Père Porcher, qui était le premier sorti, il y a déjà presque 10 ans peut-être, je crois que c'était 2006, était vraiment très réussi ça faisait, c'était une transposition vraiment excellente du ton aussi de l'auteur et sans forcément un budget extraordinaire. Non, comme quoi c'est ce qui est intéressant.
C'est pas une production HBO et pourtant c'est assez bien. On va parler, enfin je vais prendre la parole pour Mervyn en ce qui concerne les jeux vidéo, puisque c'est un peu lui le spécialiste à distance, notamment des point and click. Donc il y a un Discworld, un Discworld 2 et un Discworld noir. Tous les trois d'excellents jeux, très drôles, très beaux et très fidèles à l'humour des premiers tomes du Disque Monde. À noter que Rincevent, le héros des 2 premiers jeux, est doublé par Eric Idle, célèbre membre des Monty Python en VO, et que ce mélange de Pratchett et de Monty Python est plus que jouissif. Oui, je pense que là, tout le monde sera d'accord. Roger Carrel, la voix d'Astérix entre autres pour la BF, est aussi très kiffante sur le 2e jeu. Bon, d'accord, on fait confiance à Mervyn pour kiffer des trucs un peu dingues. Il y avait aussi un vieux jeu d'aventure textuelle adapté de la 8e couleur, mais qui n'a pas eu le même impact que les 3 jeux suivants, plus aboutis. Ensuite, on retrouve Aka, les jeux de plateau. Oui, alors j'en connais 2 moi personnellement, donc il y en a un qui est vraiment un jeu de plateau associé de cartes, donc qui se passe à Ankh-Morpork, dont c'est le titre, donc c'est Disque Monde Ankh-Morpork. Donc il bénéficie d'une superbe couverture, quoi, d'une superbe boîte. Avec on a le droit à une démonstration dessin, de notre hôtesse. Un joli dessin avec d'Atwin et des éléphants et du monde. Donc c'est un jeu de plateau très bien foutu, assez léger. On retrouve pas, c'est pas complètement délirant. Je crois que aucun jeu, en tout cas de société, n'a vraiment réussi à transcrire cet esprit complètement fou du Disque Monde, mais c'est un jeu qui joue assez rapidement, donc 1 heure, 1 heure et demie à tout casser, avec pas mal de rebondissements, quelques effets indésirables, un peu étranges, genre à un moment il y a un dragon qui arrive et qui crame un village. Un quartier. Ouais. Non, ça se passe à Ankh-Morpork. D'accord, ok. Donc il y a des quartiers, faut prendre le contrôle de quartier et pour ça on va jouer des personnages, des cartes personnages. Et donc on retrouve une bonne palanquée des personnages du roman, donc c'est toujours sympathique. Et il y a un véritable bonheur de sortir la mort, qui est le personnage le plus mortel forcément. Dingue. Donc un jeu très 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 sympa. Il y en a un autre auquel je n'ai pas joué, mais qui est venu à ma connaissance, qui est un jeu sur les sorcières. Donc là, c'est le but, c'est d'être la meilleure sorcière, quoi. Donc c'est un jeu plus pour enfants. Je suis prête pour ce jeu. Je te conseille de l'essayer, comme ça tu m'en diras des nouvelles. Et à ce qui paraît, c'est assez drôle. Encore une fois, les critiques que j'en ai vues, c'est drôle, mais pas assez. Ok. Enfin, ce qui est bien, c'est que je suppose que devenir la meilleure sorcière, c'est sans doute être la pire. Ce qui est intéressant. Alessia, sur les adaptations radiophoniques ? Ah oui, donc les adaptations radiophoniques ne manquent pas. Donc il y a eu bien sûr l'adaptation récente par la BBC de Bons Présages. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours écoutable, mais je pense que pour quelques jours on le trouve, oui. Alors, donc, mais BBC4 s'est vraiment impliqué dans l'adaptation des offres de Pratchett, et de nombreux romans du Disque Monde ont été adaptés. Bless you. La 8e couleur, La 8e fille, Hoguet, 3 sorcières, Mortimer, Les Petits Dieux, Ronde de nuit, Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants. Donc si vous voulez vraiment découvrir Pratchett par le biais de ces adaptations radiophoniques, il y a vraiment de quoi faire, à la fois dans le cycle principal du Disque Monde ou dans les romans qui étaient des one-shots. Alors évidemment c'est en anglais, hein. J'ai peur que... BBC oblige. Oui. Ensuite. Il y a eu une série d'animations qui s'appelait Truckers, donc adaptée du Grand Livre des Gnomes. Donc... personnellement, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est une info Mervyn. Donc, pour les films, là, on peut dire des choses un peu tristes, Alessia ? Oui, on peut dire que les projets d'adaptation n'ont pas vraiment eu de chance. De Bons Présages, c'est l'Arlésienne. Donc, on l'attend toujours, zai, mais pour l'instant, rien de neuf. En 2006... Sam Raimi a lui pour ceux qui ne le sauraient pas, on vient d'avoir une référence Jodassin qui est complètement pratchettienne, quoi. Ça sortait de nulle part. L'Arlésienne, zai, j'étais là. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la... N'importe quoi, hein. Et je serais ravie de vous l'avoir collé dans la tête pour 24 heures.
Et donc en 2006, Sam Raimi a souhaité adapter les Ch'tis hommes libres. Mais en fait, Sir Pratchett a préféré retirer ses billes après avoir lu le scénario, donc je pense que là, il y avait de quoi. Sam Raimi, il y avait quoi ça évidemment. Il avait... Ouh, non merci. Danny Boyle s'était également intéressé à les camionneurs, donc truckers, avant l'adaptation animée. Mais pareil, ça n'a pas plus de succès, les projets n'ont jamais vu le jour. Ok. Alors au niveau musical, qu'est-ce qui tourne autour de Pratchett ? Alors là, il y a énormément de choses à entendre aussi. Donc en 1994, un CD de 14 titres est sorti, From the Discworld. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Pratchett lui-même s'est impliqué dans le projet. Donc il a notamment, je crois, travaillé sur certaines paroles, etc. Donc il y a vraiment sa patte sur le CD, c'est pas tant que ça un projet annexe. Et un autre CD est sorti en 2013, il s'appelle Wintersmith, et il est dédié aux aventures des Ch'tis hommes libres. Et surtout, comment oublier We Can Rule You Wholesale, l'hymne officiel d'Ankh-Morpork qui a tourné en boucle chez moi depuis quelques jours. Mais donc vraiment, enfin, la musique dans le Discworld a une place vraiment très importante. Bon, on a parlé d'Accro du Rock, et les gens en retour ont musicalement adapté. Est-ce qu'on peut traduire We Can Rule You Wholesale ? On peut vous diriger d'un bout à l'autre. On vous a à notre pogne, quoi, en fait. Vous en sortirez pas. Ouais. Ensuite, des romans graphiques, ça aussi. 4. Il en existe 4. Donc les deux premiers, donc la 8e couleur et le 8e sortilège, j'ai envie de dire comme d'habitude, donc ont été illustrés par Stephen Ross et publiés aux États-Unis. Les deux suivants, par contre, sont britanniques. Et là, il s'agit d'une adaptation de Mortimer et Hoguet. Donc ils ont été illustrés par Graham Higgins. Par contre, bon, c'est comme pour la BBC, là, c'est des adaptations en anglais. Je ne pense pas qu'il y ait eu des adaptations, une traduction française pour le moment. Alors, et point de vue lecture, du coup, c'est comme les romans, c'est quand même compliqué d'accès Non, je pense que c'est plus facile. Moi, celui que j'ai eu dans les mains, c'était Mortimer. Et c'était beaucoup plus facile d'accès, ne serait-ce que par le biais des bulles, illustrations. C'est plus facile. Et enfin, parlons de théâtre. Oui. Combien d'auteurs fantasy peuvent revendiquer l'adaptation de leurs œuvres au théâtre ? Et vraiment, je crois qu'on peut s'arrêter à Pratchett. Alors, il faut savoir que Stephen Briggs a adapté pour les planches pas moins de 14 des romans du Discworld, donc c'est juste colossal. Ce qui semble assez dingue quand on lit, parce qu'on se dit mais comment ça doit être barré sur scène, quoi. Moi, je veux voir qui fait le bagage. J'imagine un truc entre les déchiens et enfin, oui. des trucs un peu dingue, quoi. Ça doit être tellement barré. Et donc en 2003, Scott Harrison et Lee Harris ont adapté Eric Faust. Nation a lui aussi été adapté en 2009 par Mark Ravenhill. Terry Pratchett, tout comme pour la musique, s'est aussi impliqué dans les adaptations de ses œuvres au théâtre, notamment pour Mortimer et Accro du Rock. Donc, Accro du Rock a d'ailleurs été joué très récemment, puisqu'en août 2004, la pièce était sur les planches. Et histoire de finir, vous avez eu... 2014. J'ai dit quoi ? 4. 2004, oui, c'est très récent, 2004. Hier. Et donc, voilà, pour rester sur les planches, mais en chanson, il y a même eu une adaptation en comédie musicale pour Le Sauveur de l'Humanité, donc de la trilogie Johnny Maxwell. Ouais. En parlant d'adaptation et de trucs un peu barrés, est-ce que Galavant, ça vous fait pas penser à du Pratchett ? Enfin, moi, Galavant, qui est une série qui malheureusement s'est arrêtée. Décédée. Mais voilà, c'est la série, c'est entre Glee et comment ça s'appelle cette parodie de Once Upon a Time. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un truc, c'est le bordel. c'est comment te dire, Robin des Bois version trash. Mélangé à ce film avec Nathalie Portman en maillot de bain en Côte de Maille qu'on a vu tourner longtemps sur le. C'était quoi ? Non, Your Highness. Your Highness. Votre Majesté. Voilà. Ouais, c'est ça. J'étais partie sur Knights of Badassdom, mais c'est l'autre. Voilà, Galavant, c'est un peu tout ça, quoi, avec des parties chantées, avec. C'est ça. C'est un peu délire. C'est leur
Ding. C'est clairement ça. Un point qu'on n'a pas du tout abordé et on a même carrément oublié de l'aborder dans le plan, même si j'ai évoqué récemment tout à l'heure en parlant des couvertures, c'est l'impact le lien entre l'illustrateur de Pratchett et son univers. Enfin, c'est quelque chose qui est moi je dois avouer que je fonctionne beaucoup moins aux illustrations de Marc Simonetti. Je les voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais vous, est-ce que ça fait partie des choses que vous aimez chez Pratchett Bah, disons que c'est plutôt l'inverse. Les illustrations que j'ai vues au départ, donc c'est Thor, je crois, l'éditeur anglophone. Je sais plus. Et c'était les illustrations traditionnelles de Bee. Ouais. Et bah, comme tu évoquais tout à l'heure le côté trop, et quand je les voyais, pour moi, c'était trop. Je me suis dit, mais est-ce que je vais me reconnaître là-dedans? Et au contraire, les illustrations ont plutôt eu l'effet inverse de repoussoir. Ouais. À l'inverse des illustrations de Simonetti qui me parlent le plus. Mais là, vraiment, c'est tellement personnel Okay. le choix des illustrations. Aka? Alors, moi, j'ai un avis assez partagé sur ces illustrations, parce que je suis d'accord que au premier regard, c'est pas une illustration qui va attirer l'œil, et on va pas avoir envie spécialement d'aller moi, j'ai pas eu envie d'aller vers ces livres. Mm-hmm. Par contre, en le lisant, je re-regarde l'illustration Et là, tu comprends. et voilà, je la regarde de près et je trouve qu'il y a plein de détails. Je fais ah oui, tiens, celui-là c'est lui et Ouais. voilà. Et il y a vraiment quelque chose dans ces illustrations, mais pour moi ça sert pas d'illustration En fait, vraiment il découvre, pour attirer les gens. C'est plus de l'œuvre d'art derrière, quoi. c'est presque des couves qu'il faudrait découvrir à la fin, quand on a fini de lire Oui, le tout livre. à fait, quoi. ouais. Et c'est pour ça que l'art du disque monde est aussi riche, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des illustrateurs qui ont pris le livre à bras-le-corps. Il n'y a pas de doute, comme ça arrive très très souvent en illustration et en couve, particulièrement en France, mais il y a souvent des doutes sur mais est-ce que le mec qui a illustré a lu deux lignes, ne serait-ce que 2 lignes ou le résumé du roman. C'est jamais le cas avec Pratchett, quoi. Là, on sait que l'illustrateur est un fan absolu et a lu le roman de part en part avec tous les détails. Et c'est marré en faisant les illustrations. C'est clair. Gillo, toi, tu as une préférence Oui, moi j'aimais bien les anciennes, donc la période Kirby, et puis aussi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Marc Simonetti pour le côté un peu, pour avoir modernisé un peu le tout, si on peut dire. C'est sûrement pas le meilleur terme à employer, mais renouvelé en tout cas. J'aime bien cette vision dynamique et vraiment très joyeuse qu'on retrouve dans ces illustrations. Pour encore une fois donner vie à un univers, ce qui est d'autant plus difficile quand justement l'univers de base est déjà très vivant, sans même avoir besoin d'un recours à une mise en image, on va dire. Ok. Bon, vous voyez autre chose à nous rajouter sur Sir Pratchett à part votre tristesse qu'on partage tous. Je vous rappelle que l'enregistrement de ce podcast se passe le 15 février, que nous avions prévu de longue date d'enregistrer ce podcast et notre choix de sujet a été fait depuis longtemps. On est très triste d'avoir eu à rentrer de façon aussi pénétrante dans l'actualité, mais that's life. Une dernière citation justement de Sir Pratchett. On dit souvent qu'avant de mourir, on voit sa vie défiler devant ses yeux. C'est un fait exact. Ça s'appelle vivre. Alors, on vous quitte sur cette chanson interprétée par Eric Idle qui sert d'introduction au jeu du Discworld. On vous dit au revoir, on dit bon voyage Sir Terry et merci de nous avoir fait comprendre, comme tant d'autres humoristes en colère, que l'on peut bien rire un peu en attendant la mort. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. There's a place you're always welcome, that's as nice as it can be. Everyone can get in, 'cause it's absolutely free. That's death. No need to take a breath, just lie around all day, with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means,
You can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the finest have already died. Why not simply join them on the other side? That's death. Say farewell to all your bills, rip up all your wills, and pop your final pills. Amen, that's death. It's a tete-a-tete with fate. If you're not feeling great, then it's the best way to lose weight, mate. Nothing here to hunt you.